Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'On Your Marks. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée dont le nom résonne forcément si vous suivez l'athlétisme français, j'ai nommé Patricia Djaté-Taillard. Patricia, c'est avant tout une immense carrière sportive. Plusieurs records de France, des sélections olympiques, des podiums internationaux, bref, un palmarès exceptionnel qui l'a imposé comme l'une des figures majeures du demi-fond français. Mais si je l'ai invitée aujourd'hui sur On Your Marks, ce n'est pas seulement pour parler de ses exploits passés, car Patricia a aussi entamé une deuxième carrière, tout aussi passionnante, mais cette fois-ci en coulisses. Elle est aujourd'hui responsable nationale du demi-fond à la Fédération française d'athlétisme, un rôle clé pour accompagner, conseiller et guider la nouvelle génération d'athlètes vers le haut niveau. Donc dans cet épisode, on va d'abord revenir sur son incroyable parcours d'athlète, son histoire, ses records, les souvenirs qui l'ont marqué, puis on plongera dans son travail actuel à la fédération, ses missions, ses défis, sa vision du demi-fond français et les ambitions de l'équipe de France pour l'avenir. Enfin, on parlera plus largement de l'évolution de l'athlétisme du haut niveau, qu'est-ce qui a changé depuis son époque, comment se prépare-t-on aujourd'hui pour briller sur la scène mondiale. Bref, c'est un échange passionnant avec une femme qui a tout connu du sport de haut niveau, sur la piste comme en dehors. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec Patricia Djaté pour ce nouvel épisode d'On Your Marks. Mais juste avant de commencer l'épisode, je tenais à adresser un grand merci à Distance qui soutient désormais On Your Marks. Si vous courez, que ce soit sur piste, route ou trail, Distance c'est la boutique dont on a tous rêvé un jour. Distance, c'est vraiment une équipe de passionnés qui savent de quoi ils parlent, qui connaissent la pratique, les produits, alors ils sauront forcément vous conseiller. Ils ont 4 boutiques, à Paris, à Lyon, à Copenhague et même à Iten au Kenya, et aussi un site internet. Alors si vous avez besoin de quoi que ce soit pour courir, vous le trouverez forcément chez Distance. Bonjour Patricia, c'est un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui au micro d'On Your Marks pour ce nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de prendre un peu de ton temps pour nous parler de toi, pour nous parler de ton parcours, de ton métier, et de partager ça avec tous nos auditeurs. Alors ça fait un moment que j'avais envie qu'on fasse cet épisode ensemble, on avait déjà échangé sur le sujet, on avait essayé de caler ça un peu par le passé, mais ça avait été assez compliqué, donc merci beaucoup pour ta disponibilité. Je pense que beaucoup d'auditeurs te connaissent déjà, je vais pas te faire l'affront de te présenter en détail. Tu as une carrière sportive exceptionnelle, ton engagement au sein de la Fédé est hyper fort et hyper reconnu parmi de nombreux athlètes. Tu as une implication aussi continue dans le sport de haut niveau. Tout cela, ça parle pour toi. Moi, je te connais, mais malheureusement, je pense qu'il y a quand même des auditeurs qui ne te connaissent pas forcément. Alors, est-ce que pour bien démarrer cet épisode, est-ce que tu pourrais, malgré tout, prendre quelques minutes pour te représenter avec tes mots, nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui ? Déjà, merci de m'avoir invité et de m'avoir permis d'avoir une nouvelle expérience, on va dire. Moi, je fais pas beaucoup de choses comme ça, et donc ça va être sympa pour moi. Je suis Patricia Djaté-Taillard, j'ai 54 ans, je suis mariée, je suis également mère d'un garçon qui a 21 ans. Et depuis quelques années, effectivement, je travaille pour la Fédération française d'athlétisme. Alors plus exactement pour le ministère des Sports, et mise à disposition auprès de la Fédération française d'athlétisme. D'accord, très clair. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus en détail sur ton parcours? Parce que même si tu es resté assez modeste dans ta présentation, tu as quand même une immense carrière sportive et un palmarès, moi, que je trouve personnellement vraiment impressionnant. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur quelle distance est-ce que tu courais, ton palmarès, et plus généralement, ce que tu as accompli d'un point de vue sportif? Alors, je sais pas si j'ai une grande carrière, mais en tout cas, j'ai pu effectivement un temps me débrouiller au plus haut niveau. Donc moi, je faisais du 800 mètres et du 1500 mètres. J'ai participé à tous les grands championnats internationaux, que ce soit en salle ou à l'extérieur. Sur l'extérieur, j'ai été finaliste de tous les grands championnats auxquels j'ai participé, donc championnat d'Europe, championnat du monde et Jeux olympiques. Et à l'intérieur, j'ai été à 2 reprises médaillée,
une fois au championnat d'Europe sur 800 mètres que j'ai gagné et une autre fois sur 1500 mètres au championnat du monde où sur tapis vert je fais quatrième, c'est-à-dire que je fais troisième de la course, mais quelques temps après il y a une des concurrentes qui se fait rattraper par la patrouille et donc je suis reclassé à la seconde place. Voilà. Après, au cours de ma carrière, j'ai eu différents records de France, que ce soit sur le 800, le 1000 mètres et le 1500 mètres. Voilà globalement ce que j'ai pu faire en tant qu'athlète. Maintenant, sur le plan professionnel, donc moi, initialement, je suis enseignante de PS, c'est-à-dire que j'ai un CAPES que j'ai obtenu en 1995. J'ai très peu enseigné parce que durant toute cette période où où je dépendais du ministère de l'Éducation nationale, j'étais encore en carrière et par mon niveau, je pouvais être détaché auprès du service régional de l'UNSS pour me consacrer pleinement à ma pratique sportive. En septembre 2000, j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer la fédération. Et donc, ça fait là maintenant en gros 25 ans que j'officie pour la fédération avec différents postes. Tout d'abord sur des missions nationales auprès de la cellule socio-professionnelle de la fédération, où j'étais plus particulièrement en charge de recenser la situation socio-professionnelle des jeunes sportifs de haut niveau et de leur donner toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent concilier au mieux leur pratique scolaire ou universitaire et celle de l'athlétisme. Et puis après, progressivement, j'ai intégré l'équipe technique nationale du demi-fond, tout d'abord en charge du suivi national jeune. Et puis à un moment donné, j'ai été coopté par cette équipe technique nationale pour postuler au poste de responsable national du demi-fond. Donc ça, c'était sur l'Olympiade de Pékin. Et puis après, pendant 8 ans, là, j'ai basculé en région où là, j'étais donc sur des actions purement régionales. Plus lié, c'était sur le suivi des U16 et également la formation continue des entraîneurs. Et puis en septembre 2017, le DTN de l'époque, qui était Patrice Gergès, m'a proposé de prendre de nouveau la tête du demi-fond sur le plan national. Donc ça fait maintenant 2 Olympiades que je suis responsable national du demi-fond. Voilà, il faut savoir que ce type de postes sont des CDD qui durent généralement sur 4 ans. Moi, j'ai eu la chance d'avoir pu être renouvelé une première fois. Mais là, j'arrive au terme de ce contrat en tant que responsable national du demi-fond. Écoute, Patricia, moi, pour te le dire assez franchement, je trouve ton parcours plutôt exceptionnel, à la fois sur le plan sportif, et on va y revenir juste après, mais aussi sur le plan professionnel. Je trouve ça vraiment inspirant de voir quelqu'un qui a su mener de front, d'un côté, ses ambitions sportives au plus haut niveau, tout en réussissant à s'impliquer fortement dans la Fédé, et aussi dans l'accompagnement du sport de haut niveau. Je trouve ça vraiment hyper intéressant et c'est un plaisir de pouvoir faire cet épisode avec toi parce qu'on va pouvoir discuter de tout ça pendant le temps d'un épisode, donc pendant un peu plus d'1 heure et demie. Alors si je reviens un petit peu sur ce que tu as évoqué, Patricia, tu as parlé de ton passé sportif en tant que coureuse élite sur 800 et 1500. Petite question un peu anodine qu'on a souvent dû te poser, mais je suis assez curieux, est-ce que tu avais une préférence entre les deux distances ? Moi, dans mes souvenirs, je te vois plutôt comme une spécialiste du 800 mètres. Est-ce que c'était vraiment ta course de prédilection ou est-ce que tu aimais autant t'engager sur des distances un peu plus longues ou des distances un peu plus courtes ? Alors par rapport à ça, évidemment, on me connaît plus comme coureuse de 4, comme coureuse de 8, pardon, que coureuse de 15. Alors là, j'ai cité le 400 mètres parce que initialement, dans les jeunes catégories, je viens du 400 mètres.
Ouais. Voilà, moi, j'ai réellement commencé l'entraînement du 800 mètres en espoir 1. Même si, quand on regarde ma biographie sportive, on peut, des cadettes, voir des temps sur 800. Mais j'étais encore très investie sur le 4. Et dans un premier temps, je fais du 8 un peu par hasard, même si je pense que dans la tête de l'entraîneur que j'avais à l'époque, ça devait être une suite logique. Mais je bascule sur 8 parce que je me blesse sur 400 mètres et sur cette période-là, je peux plus réellement faire le travail qu'il faut pour le 400 mètres. Et donc, je me mets à faire du 800 mètres. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier 800 mètres que je fais, c'est au cours d'un heptathlon en cadette. Euh, et de suite, sans réel entraînement, je crois que je fais non, je dois faire 2,13 au premier et puis 2,9 au deuxième. Et de suite, bon, c'est une course qui me plaît. Euh, et donc, je savais quand même qu'à moyen terme, je monterais sur cette distance. Je suis monté un peu plus tôt que prévu, mais voilà, bon, j'ai fait ça parce que j'avais un profil qui s'y prêtait. Le 1500 mètres, ça pouvait être aussi une suite logique. Hein, Ouais. au bout d'un moment, sur 8, alors c'est pas que je stagnais au moment où j'ai fait du 15, hein, bien au contraire. Hein, je venais d'être finaliste sur 800 mètres aux Jeux Olympiques. Et comme la saison internationale au niveau des plus gros meetings du moment ne présentait pas de 800 mètres sur la fin de saison, ben, j'ai fait du 15 pour terminer ma saison. Et très vite, ben, je me suis emparé du record de France du 15. Donc derrière, c'était une nouvelle perspective qui s'offrait à moi, quoi. Voilà. Et du coup, alors, est-ce qu'il y avait vraiment une distance que tu préférais courir entre le 800 et le 1500? Parce que là, tu dis que tu as découvert le 1500 mètres un peu par hasard, un peu par défaut, plutôt à cause de contraintes de calendrier, mais est-ce qu'au fond, tu restes une coureuse de 800 mètres de cœur, ou est-ce qu'avec le temps, tu as aussi trouvé dans le 1500 mètres quelque chose de plus, je sais pas, de plus génial, un truc qui t'a aussi beaucoup plu? Non, alors je pense que je reste une coureuse de 800 mètres dans l'âme. Euh, mais le 1500, ce que j'aimais particulièrement sur le 15, alors quand j'étais à mon top, hein, c'est que je souffrais pas, quoi. Je trouvais ça vraiment très facile par rapport aux 800 mètres. Ah oui, d'accord. Moi, quand je faisais des 8, à l'issue de 8, voilà, il me fallait entre une demi-heure et trois quarts d'heure pour réellement récupérer. Hein. Je finissais plutôt les bras en croix et la tête dans le bidet qu'autre chose. Alors que sur 1500 mètres, ben, j'avais l'impression que je marchais 50 mètres et j'avais totalement récupéré, quoi. Voilà. Ouais. Et l'effort en lui-même durant la course était également pas du tout le même, beaucoup moins, en tout cas c'est comme ça que je le percevais, hein, beaucoup moins violent. Et donc ça aussi c'était très agréable de pouvoir à la fois s'exprimer sans être dans une douleur extrême comme peut l'amener le 800 mètres. Voilà, donc euh, quelque Plutôt part, j'en ai cool. pas fait énormément de 1500 mètres parce que bah, à un moment donné, je me suis blessée et puis ça a été un peu compliqué sur ma fin de carrière pour vraiment que je m'exprime sur le 15. Mais euh, quand on commence à goûter au 15, qu'on a les résultats que j'ai pu obtenir et puis surtout voilà ces sensations de facilité, c'est sûr que bah, j'aurais plus voulu creuser le 1500 mètres que ce que j'ai pu faire, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais on va dire de tempérament, le 800 mètres me correspond, quoi, me correspondait le mieux. Mais le 1500 mètres, je l'ai apprécié parce que je trouvais ça vraiment très très facile, quoi. Bah écoute, moi ça me fait un peu rigoler parce que quand on t'écoute, ça a l'air hyper facile. Moi j'espère un jour ressentir autant de facilité que toi à courir un 1500 mètres, même si pour l'instant c'est pas encore tout à fait le cas. En tout cas, merci pour ton retour hyper intéressant sur bah, ton rapport entre ces deux disciplines, le 800 et le 1500, qui sont tellement proches mais pourtant si différentes. Alors aujourd'hui, tu détiens toujours le record de France du 800 mètres. 1 minute 56 et 53 centièmes, si je dis pas de bêtises. C'est un record qui date d'il y a à peu près 30 ans et qui est aujourd'hui toujours debout dans l'athlétisme français. Euh,
quel est ton ressenti par rapport à ce record aujourd'hui? Est-ce que tu aimerais qu'il soit battu? Est-ce que d'un certain côté, tu es fier qu'il tienne aussi longtemps? Est-ce que toi qui côtoies de nombreux jeunes athlètes coureuses de 800 mètres, est-ce que tu les encourages justement à essayer d'aller le briser, d'aller le battre, ce record? Enfin, si j'analyse un peu ma question, c'est quoi ta relation avec ce record historique aujourd'hui en 2025? Alors, ma relation avec le record, elle est liée à ma profession. C'est-à-dire que si je faisais un tout autre métier, je saurais même pas que j'ai encore le record de France. Moi, je suis pas quelqu'un qui regarde en arrière et qui s'attache à telle ou telle chose. Donc voilà pour ce point. Actuellement, ma fonction et l'engagement que je mets dans ma fonction et la sympathie que j'ai aussi pour l'ensemble des athlètes que je suis, et notamment bien sûr les coureuses de 800 ou de 1500 mètres également, Bien sûr, ouais. qui pourraient très bien faire de très belles perfs sur le 8, m'incite à les encourager effectivement à battre ce record et d'aller le chercher. Moi, j'ai aucun problème. Le jour où il sera battu, il sera battu. De toute façon, les records, c'est fait pour ça. Un coup vous l'avez, un coup vous l'avez plus. Moi, je me lève pas chaque matin en me disant super, un jour de plus, j'ai le record de France. Quoi. C'est plutôt les gens qui me le rappellent que moi qui l'ai en tête. Et quand je vois les athlètes que je côtoie à l'heure actuelle, c'est vraiment de tout cœur que j'espère qu'il sera battu dans peut-être les mois qui arrivent ou les années qui arrivent. Mais en tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Bah oui, oui, c'est clair que dans leurs ambitions personnelles, on leur souhaite à toutes ces coureuses de 800 mètres de faire le mieux possible. Et forcément, à un moment donné, le mieux possible, ça va être de s'attaquer à ton record de France. Patricia, est-ce que toi, dans ta carrière, il y a une course, un moment, un événement qui t'a particulièrement marqué? Je pense surtout à un événement positif. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier que tu gardes précieusement en mémoire, comme étant peut-être le plus beau de ta carrière aujourd'hui? Alors, pour moi, c'est un ensemble. C'est pas tant telle ou telle course, même si effectivement, je peux me remémorer des courses que j'ai appréciées parce que l'environnement était bien pour moi, parce que j'ai bien maîtrisé telle ou telle course. Mais c'est plutôt un ensemble. Moi, j'ai cette particularité, peut-être par rapport à d'autres athlètes. Moi, je dois tout à l'athlétisme et à la fédération en particulier. Voilà, moi, je viens d'une famille assez modeste. Et par l'athlétisme, j'ai pu à la fois m'élever socialement, j'ai pu euh, augmenter ma culture générale, faire des études, manger à un certain moment. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui ont fait la personne que je suis actuellement, la femme que je suis. Grâce à l'athlé, j'ai rencontré mon mari, j'ai un super gamin. Euh, et moi, c'est tout ça que l'athlétisme m'a apporté. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un certain talent, d'être bien accompagné aussi et d'avoir pu m'exprimer au plus haut niveau. Mais l'athlé, c'est toute la construction que ça m'a donné. Et, et pas spécialement telle ou telle course. Voilà, quand on fait de l'athlé comme j'ai pu le faire ou comme en font certains, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire et c'est une parenthèse enchantée dans notre vie de tous les jours. Et je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir vivre ça pleinement comme j'ai pu le vivre, d'être épaulé au quotidien par des gens qui m'ont fait passer leur passion, qui m'ont soutenu, qui m'ont construite en tant qu'athlète et également en tant que femme. Et moi, c'est tout ça que je retiens de l'athlète. Je trouve ça très inspirant ce que tu viens de dire. C'est un beau message. J'aimerais garder des souvenirs aussi sympas de ma carrière quand j'aurai fini de courir. Et en parlant de fin de carrière, en parlant du présent, est-ce que toi tu cours toujours aujourd'hui? Est-ce que tu prends encore un peu de plaisir à aller faire un footing de temps en temps? Est-ce que
tu as gardé une petite optique de compétition, de dépassement de soi, de pratique régulière du sport, ou alors tu as vraiment complètement et définitivement remis les baskets au placard depuis la fin de ta carrière? Alors, moi, j'ai remis les baskets au placard très très tôt, en fait, parce que j'ai eu un petit problème de santé à l'accouchement de mon fils, qui fait que depuis cette période, je ne peux plus faire de sport non porté. Voilà, donc très tôt, j'ai arrêté d'avoir une activité athlétique. Par contre, je me suis tournée vers d'autres sports comme voilà, le VTT, un peu de natation, la marche maintenant. Je ressens toujours le besoin d'avoir une activité physique pour mon bien-être, pour ma santé, euh, pour pouvoir également absorber toute la charge nerveuse et émotionnelle que procure mon travail. Mais ça fait vraiment très très longtemps que je suis plus du tout dans une pratique de compétition ou de recherche de performance. Moi, la seule performance que je recherche est mon bien-être personnel. Voilà, je suis totalement incapable de me lancer dans un challenge compétition quelconque. Ça, maintenant, c'est vraiment terminé pour moi. D'accord, mais pas de, c'est terminé, mais tu ne le vis pas mal. Tu l'acceptes très bien et c'est comme ça et tu es parfaitement Ah oui, heureux. oui. Bon, en plus, bon, là, c'est pas comme si j'avais arrêté hier non plus ma carrière Oui, oui. d'athlète. Hein. Ça fait quand même plus de 30 ans maintenant. Ouais. Donc, je suis vraiment passé à autre chose. Hein. Et alors, je prends plaisir, heureusement, parce que c'est mon métier, à être sur les compétitions, à voir les autres personnes s'investir comme elles s'investissent dans le haut niveau et s'engager dans la compète et dans cette recherche d'excellence. Mais moi, par contre, sur ce côté physique, c'est totalement fini. Et non, je le vis pas mal parce que je suis passé à autre chose et je prends mon pied dans d'autres domaines, quoi. Ah bah écoute, ça fait plaisir d'entendre ça, parce que en fait j'avais en tête un jour de faire un épisode de New Marks dédié bah, justement sur toute cette problématique de l'après-carrière avec un ou une athlète de haut niveau et de discuter un petit peu bah, de comment est-ce qu'on accepte à un moment donné de plus être aussi performant qu'on l'a été et d'accepter de remettre, enfin de voilà, de raccrocher les pointes et de plus du tout courir avec cet esprit de compétition. Et je trouve ça hyper intéressant de voir que bah, une grande championne comme toi, qui a accompli des choses immenses en athlée, bah, 30 ans plus tard, tout roule, t'as l'air d'être hyper heureuse, même si tu chausses plus les pointes. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup et je trouve que ça peut nous préparer positivement donc pour le jour où peut-être il faudra aussi accepter de ralentir et peut-être même d'arrêter de courir. Ouais, je pense qu'il y a un temps pour tout. Après, la préparation de l'après-carrière, elle doit s'effectuer également mentalement, hein, parce que c'est quand même, on va dire, une petite mort hein, qui s'effectue. Et c'est pour moi comme quelqu'un qui part à la retraite, la retraite professionnelle. Hein, Ouais. c'est quelque chose qui se prépare. Il y a alors suivant les personnes aussi, suivant comment vous sortez de votre carrière, comment vous rebondissez derrière. Je pense que tout le monde a une période plus ou moins longue on va dire une période un peu délicate par rapport à ça, et ce qui est tout à fait normal parce que globalement, du jour au lendemain, on vous demande de faire autre chose. Et alors que pendant X années, votre vie, elle est euh, orientée autour de votre pratique sportive, votre quotidien est orienté par rapport à ça, votre vie sentimentale est orientée par rapport à ça, les relations sociales que vous pouvez avoir, elles sont orientées par rapport à ça. Je veux dire, vous vivez 24 heures sur 24 dans votre projet de haute performance. Et puis, à un moment donné, on vous dit, c'est terminé. Alors, on vous dit, le corps vous rappelle vous informe que c'est terminé, ou la tête, ou vous Ouais. faites plus de perf. Bon, voilà.
Et là, il faut passer à autre chose. Et donc, on a des situations différentes suivant comment les gens ont vécu leur carrière et aussi ont préparé leur après-carrière. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir préparé mon après-carrière, même si j'ai changé d'orientation professionnelle quelque part, parce que voilà, au départ, je pensais être professeur de PS, et puis là, je fais pas du tout ça. Mais voilà, j'ai eu cette préparation. Ça n'a pas été facile tous les jours durant ma carrière sportive. Mais autour de moi, j'ai des gens pour qui c'était important que j'entame cette préparation d'après-carrière, et donc qui m'ont soutenu, porté par moment pour que j'engage ça. Parce que souvent, quand on est athlète de haut niveau, on a la tête dans le guidon, quelquefois, on n'a pas spécialement envie de préparer la suite, parce que préparer la suite, ça veut dire, au moment où vous le préparez, à un moment donné, avoir une attention particulière là-dessus, que ce soit en termes d'études, d'investissement professionnel, voilà, qui fait que ça prend aussi du temps sur votre préparation athlétique, quoi. Voilà. Et c'est pas si facile que ça d'amener les bouquins quand on est en stage, alors qu'on a des collègues qui sont tranquillement en train de prendre un café pendant que vous êtes en train de bûcher, quoi. Ouais. Mais ça fait partie du taf à un moment donné. Et après, ce qui m'a peut-être aussi incité à ça, c'est alors là, bon, je parle d'une époque qui est quand même assez ancienne, mais moi, être sportif de haut niveau, ça n'a jamais, en tout cas, quand je le pratiquais, c'était pas un métier pour moi. Mon métier, c'était d'être prof de PS. C'était pas d'être sportif de haut niveau. Voilà, même si je gagnais bien ma vie en tant qu'athlète, mais mon réel métier, c'était prof de PS. Voilà. D'accord. Le reste, c'était un loisir que je faisais très sérieusement, euh, et dont je savais que ça allait s'arrêter à un moment donné, quoi. Voilà. Ah bah écoute, ça c'est intéressant parce que ça me fait une bonne transition. Je voulais te poser cette question avant qu'on passe à ton parcours professionnel et tout ce que tu fais aujourd'hui pour la Fédé. On reste encore un tout petit peu sur toi et ta carrière sportive. Bah, tu disais que tu avais fait des études pour devenir prof de sport, que tu as été diplômé et que c'était ton vrai métier principal, et que finalement, être athlète, c'était presque en fait en parallèle de cette activité de prof. Est-ce que toi, à la base, tu as toujours été motivé pour devenir prof de sport? Est-ce que c'était ton vrai rêve de gosse? Ou est-ce que, en fait, c'est devenu une solution qui s'imposait parce qu'en fait, c'était compatible avec la carrière de haut niveau? En fait, est-ce que tu t'es plutôt dit, bon, être prof de sport, c'est un bon moyen de continuer à vivre dans le sport, de pouvoir m'entraîner et de joindre un peu l'utile à l'agréable? Ou alors, est-ce que c'était vraiment le métier de tes rêves depuis que t'étais toute jeune? Non, alors moi, c'était vraiment ce que je voulais faire. C'est-à-dire que c'était un rêve depuis l'école primaire, je voulais être prof de PS. Alors, bon, là, j'habite Bordeaux, mais j'ai passé toute ma jeunesse à Paris. Et dans les années 80, quand on était à l'école primaire, il y avait des enseignants de PS de la ville de Paris qui officiait dans les écoles et qui nous donnait, je crois, deux fois par semaine un cours de PS. Et moi, bon, j'étais une gamine plein d'énergie, alors qu'habitais en appartement à Paris, mais dès que je sortais, il fallait que je cours, que je grimpe à quelque chose, que je me dépense, quoi, voilà. Et donc le cours de PS faisait partie de ce temps où je pouvais me dépenser. Et en plus, comme voilà, j'étais bonne dans n'importe quelle activité que je pouvais faire durant ce cours, je trouvais ça vraiment sympa, et j'aimais ça. Voilà, j'aimais ça. Et ce que j'aimais aussi, c'était la transmission de quelque chose. Donc depuis l'école primaire, je voulais être prof de PS. Et en fin de compte, j'ai changé d'avis au moment
où j'ai eu mon CAPES en poche et où j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire autre chose. Après, je reviens aussi aux années où j'ai pratiqué le sport de haut niveau, donc globalement dans les années 90. On n'avait pas non plus la même conception que peuvent avoir les athlètes actuellement. C'était vraiment pas considéré comme un métier. Déjà, il y avait très peu de sportifs professionnels, hein, en dehors des footballeurs, hein, globalement, des cyclistes également. Mais sinon, après, même si on avait un investissement professionnel, même si on gagnait de l'argent, on n'était pas sportif professionnel. Voilà, c'était quelque chose qui venait en plus. Et nos carrières aussi sportives, elles s'arrêtaient très tôt. Les générations avant moi, c'était vous faites du sport, globalement, vous faites du sport durant vos études, et puis à 25 ans, vous passez à autre chose. Moi, je pouvais aller un peu plus loin, mais moi, je me suis arrêtée à un peu plus de 30 ans, mais j'étais considérée un peu comme un extraterrestre dans le milieu, et on me faisait bien comprendre que même si je pouvais être encore un peu performante, fallait que je laisse ma place à d'autres personnes qui allaient arriver. Voilà, on n'entamait pas une carrière d'athlète de haut niveau en se disant je vais au bout du bout et puis je verrai à quel âge j'arrêterai, quoi. Donc il y avait cette nécessité d'essayer d'assurer ces arrières. Non, mais c'est très clair, ça fait sens en tout cas. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus en détail dans la suite de l'épisode, mais j'avais aussi envie de te poser cette question-là. Aujourd'hui, on voit que l'athlétisme pro, il est en plein développement, peut-être même comme jamais auparavant. Alors moi, je suis un petit peu trop jeune pour avoir connu plusieurs générations d'athlètes, mais j'ai l'impression que c'est quand même le cas. On voit qu'il y a de plus en plus d'athlètes professionnels. Certains sont devenus de vraies stars nationales, voire même internationales. Je pense à des athlètes comme Jimmy, comme Agathe. On sent vraiment que ça prend de l'ampleur, que la reconnaissance, la médiatisation, que même la vision à long terme de ce métier d'athlète de professionnel, ça a beaucoup évolué. Toi, avec ton regard d'ancienne athlète et d'actrice du milieu aujourd'hui, comment tu vois cette évolution? Est-ce que tu trouves que c'est radicalement différent de ce que tu as connu à l'époque, en termes de notoriété, de reconnaissance et de construction de carrière? Ou alors, au final, quand tu regardes un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas si différent de ce que ça a pu l'être pour les sportifs de haut niveau à l'époque? Alors radicalement, je sais pas, mais ce qui est très différent, c'est que les gens se projettent réellement comme je suis athlète pro et j'en fais mon métier. Voilà. Alors après, il faut quand même mettre un petit bémol, c'est que là, bon, on va parler essentiellement de demi-fond, donc ça offre quand même pas mal de perspectives par rapport à ça, même si, alors vous parliez quand tu parlais de Jimmy ou de Agathe, qui sont des athlètes d'un très haut niveau. Mais en demi-fond, on a la chance aussi d'avoir des athlètes d'un niveau moindre qui vont pouvoir un temps gagner leur vie par l'athlétisme. C'est pas le cas d'autres athlètes de spécialités autres que le demi-fond. Voilà, nous on est quand même sur un secteur très privilégié par rapport à ça. Euh, Après, qu'ils soient investis, pour moi c'est très bien, et je les invite à s'investir parce que ils sont dans un monde concurrentiel où ils vont être en concurrence avec des athlètes qui seront autant investis qu'eux, voire plus investis qu'eux. Donc ils sont obligés, pour aller chercher leur performance, d'essayer de bien faire les choses, et bien faire les choses à un moment donné de sa carrière, c'est effectivement être totalement focus sur ce qu'il y a à faire. Et totalement focus sur ce qu'il y a à faire, ce n'est pas seulement l'entraînement, c'est aussi tout ce qui va vous amener à bien mieux digérer l'entraînement, que ce soit une digestion psychologique ou physique. Et donc ça prend beaucoup de temps.
Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques années, on entendait souvent qu'il y avait des athlètes de demi-fond qui étaient un peu semi-pro, avec des contrats aménagés, qui avaient un boulot à côté pour compléter et pour quand même gagner de l'argent. C'était une catégorie qui avait l'air assez difficile. Enfin, en tout cas, c'était un mode de vie qui avait l'air vraiment assez précaire. Des femmes et des hommes qui s'entraînaient comme des professionnels, mais qui avaient juste pas assez de sous pour en vivre et qui étaient obligés de continuer à travailler à côté. Mais aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le haut niveau et quand on, même un peu plus largement les bilans français, on voit que maintenant la plupart de ces athlètes sont véritablement professionnels. En fait, j'ai l'impression que c'est devenu un vrai métier à part entière. Ouais, alors on met une petite nuance quand même, hein. On a quand même encore, même en demi-fond, beaucoup d'athlètes qui ont une activité à côté, Ouais. hein, pour voilà, pour pouvoir s'investir dans leur activité de prédilection qui est la clé. Ils vont quand même avoir une activité à côté, que ce soit pour assurer ses arrières, que ce soit pour avoir un complément financier à leur pratique athlétique, ou aussi tout simplement pour avoir un échappatoire intellectuel Ouais, bien sûr. et pas être totalement focus sur la pratique de l'athlète. Mais quand vous voulez effectuer un certain nombre de stages, que voilà, vous voulez bien pouvoir récupérer de vos entraînements, vous êtes obligé de vous mettre dans un contexte qui vous soit le plus favorable possible. Ouais, c'est vrai que être athlète de haut niveau, je pense qu'on se rend pas forcément compte en fait de ce que ça implique comme mode de vie parce que moi au début je l'idéalisais beaucoup en me disant ouais, c'est trop bien, tu fais ce que tu veux, tu passes ton temps à t'entraîner, à récupérer, à te reposer, à préparer des compétitions. Voilà, t'as du matos, tu fais, tu voyages un peu aux quatre coins du monde pour des compétitions et tout ça, mais en fait en réalité j'imagine que d'un point de vue intellectuel, certains athlètes ils ont besoin de plus que ça. Ils ont besoin de stimulation en dehors du sport, de pas se concentrer uniquement sur l'aspect athlétique. J'imagine que c'est évidemment, il faut être concentré, mais j'imagine que c'est pas forcément hyper bon de rester tout le temps dans sa bulle. Est-ce que toi, c'est un truc aussi que tu partages comme point de vue? Oui, c'est un équilibre, hein. Alors ça va dépendre des profils des gens, hein. Il y a des athlètes qui sont capables de ne faire entre guillemets que s'entraîner, dormir, manger et récupérer. Et puis d'autres qui ont besoin d'avoir cet échappatoire intellectuel pour pouvoir être le mieux dans leur pratique. Voilà, Ouais, ça bien sûr. va vraiment dépendre des personnes. Et ça, c'est libre à chacun de s'organiser comme il l'entend, quoi. Mais merci beaucoup Patricia en tout cas d'être revenu un petit peu sur ta carrière sportive, tes courses, ton rapport au sport de haut niveau et quand tu étais encore en activité sur la piste. On vient de finir la première partie de l'épisode. Alors j'aimerais évidemment, quand on a une athlète comme toi, j'aimerais bien qu'on passe 4 heures à revenir sur chaque détail, sur chaque cours, sur chaque moment fort de ta carrière. On aurait pu parler d'entraînement pendant des heures, de ce que tu aimais, de ce que tu n'aimais pas, mais malheureusement, on a un temps limité. On va donc passer à à la suite de l'épisode. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, et c'est pour ça que je t'ai proposé de participer à cet épisode, c'est de montrer à nos auditeurs que certes, tu as été une championne, mais qu'aujourd'hui, tu continues à t'investir et de leur montrer en fait à ces auditeurs ce que tu fais dans l'ombre, dans les coulisses. Parce que au final, bon, je le rappelle assez souvent, mais On Your Mark, c'est un podcast qui cherche à donner la parole à des invités qu'on entend peu et à faire découvrir des métiers, des parcours, des investissements qu'on n'a pas toujours l'habitude de connaître, mais qu'on gagnerait à mieux comprendre. Donc le but de cet épisode, moi, si je t'ai invité à participer, c'est aussi pour parler de ce que tu fais aujourd'hui au sein de la Fédé. Alors, est-ce que tu pourrais revenir et nous présenter sur ton rôle actuel, sur ce que représente ton poste de responsable du demi-fond national? Alors, être responsable du demi-fond national, c'est mettre en place toutes les actions qui vont avoir un lien avec ma spécialité, que
que ce soit de la formation, que ce soit du suivi des athlètes, que ce soit le calendrier des compétitions, des minima, voilà tout ce qui touche de près ou de loin au demi-fond. Dans cette mission-là, évidemment, je suis pas seule, hein, parce que ça serait totalement impossible à gérer. Donc, moi, dans ma mission, j'ai une grosse partie de management de l'équipe technique nationale, qui voilà, sont des gens qui vont mettre en place, qui vont balayer tous les secteurs que l'on doit balayer. Et puis après, il y a une autre partie euh, qui est plus en lien direct avec un certain niveau d'athlète. Et donc cette partie-là, c'est le suivi des athlètes de haut niveau. Et moi, je m'occupe plus du suivi des athlètes seniors, c'est-à-dire alors seniors pas tant en âge, mais seniors par rapport au type de compétition qu'ils vont viser, c'est-à-dire les principaux grands championnats internationaux qui seront proposés. D'accord, ok, bah écoute, je vois un peu mieux. Et concrètement, quand tu parles de suivi, je connais quelques athlètes qui te considèrent comme leur référente, mais ils m'ont expliqué un peu en quoi consistait ton rôle. Mais si je résume bien, en fait, si quand un athlète de haut niveau a rendez-vous pour une grosse compétition, comme un championnat de France ou un championnat d'Europe, c'est donc vers toi qui va se tourner directement pour obtenir toutes les infos, que ce soit sur la logistique de l'événement, comment ça va se passer le jour J, ou même sur l'organisation de la semaine de compétition. C'est bien ça l'idée du poste? Ou est-ce qu'il y a en fait encore d'autres responsabilités qu'on ne connaît pas forcément dans ton rôle vis-à-vis du suivi des athlètes? Oui, alors il y a un peu plus de responsabilité, ça c'est une partie de ce qu'on fait. Euh, Moi, mon métier, c'est d'accompagner au mieux le projet de performance de l'athlète et de son entraîneur. Ok. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup d'athlètes, mais le travail que l'on effectue, c'est également avec l'entraîneur de l'athlète en question. Donc c'est de s'assurer que ces deux personnes-là puissent évoluer au mieux dans leur quotidien par rapport à leur projet de performance. Donc c'est à la fois prendre des nouvelles, c'est à la fois les mettre en relation avec telle ou telle personne pour pouvoir améliorer ce projet, que ce soit des personnes du domaine médical, des personnes du domaine socio-professionnel, des intervenants d'études. Voilà, c'est tout ce qui va aider l'athlète et l'entraîneur à pouvoir mieux installer son projet professionnel. Alors ça peut être installé, ça peut être son projet professionnel d'athlète, hein, Oui, sportif, de ouais. performance. Voilà. Ça peut être de l'installer, ça peut être de le créer quelquefois, de le soutenir, de l'accompagner. C'est tout ce qui va tourner autour de ça. Donc effectivement, à un moment donné, arrive la préoccupation du grand championnat. Donc ben là, c'est la même chose, hein, c'est-à-dire que on va poursuivre cet accompagnement, mais axé sur le grand championnat. Donc on va faire en sorte que l'athlète sur le grand championnat soit dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse se réaliser. Donc on va essayer de gérer tout ce qui peut amener à ce qu'il soit dans de bonnes conditions, que ce soit les problèmes logistiques liées aux techniques. Hein, c'est pas moi qui fais les réservations d'hôtels ou les réservations de repas. Par contre, je dois m'assurer que sur sa journée, elle puisse être organisée suffisamment bien pour que il puisse s'entraîner s'il doit s'entraîner, partir au bon moment à la compétition, rentrer au bon moment à la chambre d'appel, effectuer bien son échauffement, bien effectuer sa récupération, s'il a besoin de services du médical ou de l'optiperf, et bien que ces services-là puissent lui être apportés. Le relationnel également avec l'entraîneur qui quelquefois est présent, quelquefois n'est pas présent.
Donc, on doit être le relais de l'accompagnement de l'entraîneur. On doit également donner des informations à l'entraîneur Ouais. pour que il puisse soit poursuivre son accompagnement en dehors du grand championnat, soit l'effectuer à distance sur le grand championnat. On a aussi une action de coaching. Donc il y a le côté logistique, il y a le côté coaching, accompagnement sur le grand championnat. On peut aussi avoir des actions purement techniques, qui soient des actions d'entraînement, d'échange d'opinions sur des stratégies de course. Voilà, on est sur tout cet ensemble quand ça se passe sur un grand championnat. Et pour que ça se passe bien sur le grand championnat, il y a tout un travail en amont du championnat qui s'effectue, soit en amont proche du championnat, soit en amont un peu plus éloigné, avec les différents stages que l'on peut mettre en place, où on est présent sur ces stages, ce qui fait que ça nous permet de voir comment vit l'athlète, de mieux le connaître. Ça permet aussi à l'athlète de mieux nous connaître, Ouais. pour que derrière, quand on est sur un championnat, on puisse avoir la meilleure réponse possible, Ouais, euh, faut créer de la connexion. pour voilà, qui est de la connexion, quoi. Et ce travail-là, c'est un travail à la fois d'observation, c'est un travail de relation, c'est d'accompagnement. Enfin, c'est tout ça va être mélangé. Et en dehors des stages, on doit être en contact avec l'entraîneur et l'athlète pour s'assurer qu'au quotidien, ils aient tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner. Ah oui, d'accord. En fait, c'est beaucoup plus large que ce que je pensais. Mais c'est bien, au moins, ça amène plein de questions. Là, j'en ai une pour toi que je voulais te poser. C'est une question qui est plutôt peut-être un peu plus personnelle. Quand tu es sur un grand championnat, j'imagine qu'en fait, tu dois être assailli de questions, assailli de sollicitations de la part de tous les athlètes, non? Parce que vu que tu es leur référent, je me disais que bah, quand tu pars sur un championnat d'Europe ou aux Jeux Olympiques, en fait, t'as pas une minute à toi. Non, alors effectivement, alors c'est bien que tu poses ce type de questions parce que alors moi je suis pas du tout sur les réseaux, mais évidemment j'ai des échos et et quelquefois les gens ils ont l'impression qu'on est en vacances quand Ouais, on est sur un grand championnat. Alors c'est pas du tout le cas. Parce que d'une part, alors je dis on parce que tous les collègues sont comme ça, on veut bien faire notre métier, et bien faire notre métier pour nous, c'est que l'athlète se réalise pleinement. Et donc, on va tout faire pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Alors, dans notre cadre d'intervention, on va tout faire pour qu'il soit dans les meilleures conditions pour qu'il puisse le faire. Donc, il y a à la fois un travail de préparation, d'anticipation, ouais. mais on doit aussi être vigilant à pouvoir répondre à des choses qu'on n'aura pas prévues et qui vont arriver. On doit être vigilant à être proche de ceux qui vont rentrer en compétition ou qui sont en compétition, mais ceux aussi qui ont terminé la compétition. Et donc, voilà, quand vous faites un grand championnat, vous êtes tout le temps en réflexion, tout le temps en alerte, et vous avez du temps quand même pour vous, parce qu'il faut prendre ce temps pour pouvoir se régénérer et ne pas être fatigué, afin de répondre au mieux à ce que vont demander ou ce que va nécessiter l'accompagnement d'un athlète sur un grand championnat. Donc effectivement, accompagner un athlète, des athlètes sur des grands championnats, hein, je crois qu'au jeu, on avait 13 ou 14 athlètes. Là, sur le dernier championnat d'Europe, on avait 14. C'est un travail de tout instant. On dort pas beaucoup
Parce que J'imagine. ce qui est important, c'est d'être là dès que le premier athlète est levé et d'être là dès que le dernier athlète a terminé. Donc c'est un enchaînement perpétuel tout au long de la journée. Mais c'est aussi ce qui est une partie du cœur de notre métier et ce qui est pour moi un aspect très agréable parce que ben voilà, ces athlètes-là et leur entraîneur, euh, on a travaillé toute une année ou plusieurs années pour qu'ils puissent s'exprimer sur le grand championnat. Ouais. Donc, une fois qu'on est dans le feu de l'action, à notre échelle, on essaye de les aider au mieux, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, je suppose que il faut vraiment avoir une très bonne connexion avec tes athlètes, non? Là, tu viens de dire que tu en avais une quinzaine en général quand tu partais sur un championnat. J'imagine que une des responsabilités de ton poste, c'est aussi d'être parfaitement connecté avec la quinzaine d'athlètes. Parce que j'imagine sur un championnat, il doit se passer plein de trucs, des bons moments, des mauvais moments, des imprévus, des choses comme ça. J'imagine que c'est hyper important d'être en phase avec chacun d'entre eux pour pouvoir les accompagner au mieux. Euh, Comment ça se prépare en fait cette relation-là? Est-ce que ça passe à travers de l'accompagnement en stage, des appels réguliers, prendre le temps de, je sais pas, de poser des questions, de t'intéresser à leur vie? Est-ce que en fait vous êtes obligé de devenir un peu copain d'une certaine manière ou enfin je sais pas, j'extrapole, mais euh, ouais, quand toi tu as quelqu'un qui arrive dans ton périmètre, comment est-ce que tu prépares la relation avec cette personne en vue d'un grand championnat? Oui, alors nous, on a des stages relativement longs, hein. Ouais. En gros, c'est de 15 jours à un mois. Donc, c'est des moments vraiment privilégiés où vous allez mieux connaître la personne. Voilà, tout en restant dans notre, comment dire, Professionnel. voilà, tout en restant professionnel et dans le secteur qui nous intéresse. Mais petit à petit, comme vous créez du lien professionnel avec les gens, vous avez arrivé à connaître à la fois, à les connaître à la fois en tant qu'athlète, mais également en tant que personne. Et eux, c'est pareil. Alors moi, ils vont pas me connaître en tant qu'athlète parce que je suis plus athlète, mais ils me connaissent aussi en tant que personne. Ils savent que j'ai un enfant, ils savent que j'ai un mari. Il faut qu'on arrive à créer du lien. C'est pas tout le temps facile, hein. Il y a des gens avec qui le courant passe bien, d'autres avec qui ça passe un peu moins bien, parce que nous sommes dans une relation humaine. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse pas hyper bien accrocher avec telle ou telle personne. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y ait un contact professionnel avec la fédération. Voilà, parce que au travers moi, c'est le contact de la fédération. Ouais. Mais au sein de mon équipe, il y a d'autres personnes avec qui les athlètes que nous avons suivis peuvent être également en, en En relation. lien. Ouais, Donc, bien sûr. si jamais on a un problème pour différentes raisons, un problème relationnel avec un athlète ou un entraîneur, cette personne-là peut s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Mais il nous faut avoir effectivement ce relationnel. Et après, moi, dans mon métier, pour pouvoir répondre au mieux euh, aux, aux attentes et aux besoins des gens, j'ai besoin de connaître les gens. Mm. Voilà. Et quand je veux les connaître, c'est pas pour être intrusive dans leur vie, mais c'est pour pouvoir répondre au mieux à la manière dont ils vont réagir sur le moment phare de notre travail qui est le grand championnat. Ouais, bien sûr. Voilà, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour une réalisation Ouais. première sur un grand championnat. Tout Ouais, à bien sûr. l'heure, quand tu retraçais ma carrière, voilà, tu parlais de chrono, de record de France et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est important et qui fait partie de la dynamique de, du sportif et de la réalisation de performances également. Mais par contre, nous, notre mission de fédération, c'est d'avoir des résultats sur le grand championnat. Voilà. Ok. Le ministère des Sports, il nous attend sur le nombre de finalistes, sur le nombre de médailles dans un grand championnat. Il nous attend pas sur un record qui a été battu dans un meeting
ou sur une belle performance quelconque. Donc tout notre travail, il est, euh, il est guidé vers cette recherche de performance sur le grand championnat. Oui, bah surtout que la vision du record, la performance pure, au contraire d'une vision de championnat, comme par exemple les Jeux Olympiques, c'est quand même radicalement différent. Parce que courir son record, c'est complètement une autre course que de tenter de passer en demi-finale ou en finale d'un 800 au JO. J'imagine que ça n'a rien à voir dans l'approche. On peut très bien courir 5-6 secondes plus lentement que son record, donc être assez facile, et pour autant jamais voir la finale d'une compétition malgré tout le travail. J'imagine que ça demande aussi une préparation mentale spécifique, non et aussi une explication de ce que ça implique aux athlètes. Le fait que toi tu sois passé par là, que tu aies connu ce type de compétition, ça doit vraiment t'aider à être, à être une figure d'expérience, une vraie référente en fait pour tes athlètes, non? Du style, bon, je caricature, mais je participe au championnat d'Europe, je sais que Patricia a déjà fait ça, je vais aller la voir, elle va m'expliquer comment on fait et ce sera facile. Ou en tout cas, quel conseil est-ce elle peut me donner, non? Ça t'arrive souvent, ça, sur des championnats? Ouais, alors après, ça, il faudrait demander aux athlètes, hein. Moi, alors, évidemment, il y a quand même beaucoup de personnes qui savent que j'ai été athlète, par le bouche à oreille, par la culture, mais il y en a certains, notamment des jeunes, hein, Ouais. qui me voient comme une vieille personne qui pourrait être leur mère et pas du tout comme une athlète que j'ai pu être. Et moi, dans ma fonction, alors très tôt, hein, dès que j'ai travaillé, j'ai mis de côté cet aspect ex-athlète. Voilà, D'accord. parce que c'est pas ça qui m'intéresse à l'heure actuelle. Moi, ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, c'est qu'on me reconnaisse en tant que professionnel, pas comme ancien athlète. Ça, c'est un point. Et l'autre point, par rapport au fait d'avoir mis de côté cet aspect-là, c'est aussi que moi, j'ai besoin que les athlètes ils s'expriment. Euh, et moi, je suis très admirative voilà, de certains athlètes et de l'expression qu'ils ont en compétition. Et j'ai pas, il faut pas que par le poids de ce que pourrait représenter la carrière que j'ai pu avoir, ça inhibe leur réalisation personnelle. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, alors c'est sûr que bah, le fait d'avoir été athlète, ça m'amène certaines choses, mais je dirais que c'est plus par mon expérience maintenant professionnelle que je vais amener un meilleur accompagnement que le fait d'avoir été athlète. Ouais. Euh, c'est par le fait d'avoir su me former et élever mon niveau de compétence dans l'accompagnement des athlètes qui me permet d'essayer de les accompagner Ouais. au mieux aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Tu parlais il y a quelques minutes du projet de l'athlète, enfin plus particulièrement du projet du binôme athlète-entraîneur. Comment le construire, le définir et tenter de le réaliser parce que c'est quand même le but. Quand tu utilises le mot projet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que ça implique concrètement? J'imagine qu'à partir du moment où un athlète atteint un certain niveau, il entre dans ton périmètre et vous devez sûrement avoir une première discussion entre toi, l'entraîneur et l'athlète, un petit peu comme, j'en sais rien, mais comme une conseillère d'orientation qui va faire le bilan avec une personne pour savoir où est-ce qu'il faut l'emmener. Mais concrètement, comment ça se passe en fait? Vous vous dites quoi? Vous dites l'athlète et le coach, ils te disent ok Patricia, avec mon coach, je sais pas, notre objectif c'est d'aller aux Jeux Olympiques, aux Championnats d'Europe ou du monde, de faire les minima, faire les demi-finales, d'avoir telle place. À quoi ça ressemble en fait concrètement une discussion de cet ordre-là et qu'est-ce que tu entends par projet sportif? Ben, dans le sens où je l'entends, c'est d'être capable de mettre les actes et les actions à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un avec qui j'engage la conversation, alors ça peut être un senior comme ça peut être un athlète un peu plus jeune hein, qui me dit ben voilà moi je souhaite être finaliste à tel championnat. Bah déjà j'essaye de savoir
ce qui sert réellement, ce que ça représente d'être finaliste en termes de performance, en termes de niveau. Et puis après, je vais le titiller pour savoir qu'est-ce qu'il pense qu'il faut mettre en place pour arriver à ça, sur du court terme, sur du moyen terme ou sur du long terme. Voilà. Donc, suivant les gens à qui on s'adresse, y a des gens c'est déjà très très bien défini, et puis d'autres un peu moins définis. La fédération n'a pas vocation à se substituer à tout l'accompagnement qu'il faut avoir et mettre en place pour arriver à tel ou tel objectif. Elle vient en plus de ce que l'athlète et l'entraîneur va commencer à initier. Et donc, à partir de là, on balaye les choses qui ont été mises en place ou dont le projet est à mettre en place, que ce soit sur le plan médical, que ce soit sur le plan des stages, sur tout à l'heure je parlais du socio-professionnel, de l'optimisation de la performance. Voilà, on va balayer globalement ce qui est mis en place, et on va voir comment nous, fédération, on peut bonifier ce projet initial. Voilà, donc c'est un plus que l'on va apporter à un projet qui est initié par l'athlète et l'entraîneur. Et les plus doivent être apportés à l'athlète, mais aussi à l'entraîneur. Ouais, bien sûr. Et j'ai encore quelques petites questions qui peuvent paraître un peu bêtes, mais j'aimerais bien comprendre en fait à quel niveau est-ce qu'on en vient à parler avec toi, Patricia. Est-ce que il faut déjà être sélectionné pour un championnat d'Europe, par exemple, pour entrer dans ton périmètre? Est-ce que tu entretiens en fait cette relation avec tous ceux qui font partie de l'équipe de France, ou est-ce qu'en fait ton rôle il est beaucoup plus spécifique à une délégation? Par exemple, est-ce que tu travailles aussi avec des athlètes qui ont fait de très bons résultats mais qui n'ont pas encore de titre et qu'on pressent, qu'on pense peut-être capable de se qualifier dans les prochaines sélections, ou alors c'est un cercle qui est beaucoup plus restreint que ça, avec uniquement les grands noms de l'athlète, ceux qu'on connaît aujourd'hui avec des sélections et qui sont déjà sûrs et certains d'aller au championnat. En fait, est-ce qu'on ratisse un petit peu plus large pour préparer l'avenir et se dire bon, je scrute un peu les résultats, toutes les pépites, tous ceux qui sont pas encore à leur potentiel max, et ben en fait je discute avec eux le plus tôt possible, comme ça le plus tôt possible on structure un projet et le mieux ce sera pour leur évolution. Alors, ça se fait en différentes étapes et à plusieurs strates. Là, l'idée, alors déjà, j'espère que le message est quand même bien passé, c'est que je travaille pas seul. Oui, bien sûr. Donc, autour de moi, j'ai des gens qui vont être responsables du suivi jeune, des gens qui vont être responsables des U23. Moi, je travaille avec un collègue sur les seniors. Donc, on a déjà une vision un peu plus élargie que seulement s'occuper de Jimmy Gressier ou de Agathe Guillemot. Après, au sein même de ces différentes strates, nous, notre public privilégié, ça va être les athlètes qui sont listés au niveau. Le niveau en dessous, ça va être plutôt en région que le travail va être effectué. Peut-être de manière moins approfondie, mais il y aura déjà un suivi qui sera effectué en région pour ce type d'athlète. Donc nous, on s'intéresse principalement aux athlètes qui sont listés, mais on a aussi au sein de l'équipe une espèce de veille pour essayer de voir émerger des athlètes qui sont peut-être pas listés sur cette année, mais qui commencent à arriver progressivement. Une fille comme Clara Lieberman, par exemple, c'est quelqu'un qu'on a identifié à un moment donné comme pouvant arriver à un certain niveau de performance. Après, une fois qu'on a cette identification, les services vont être différents suivant le niveau. C'est-à-dire que chez les seniors,
globalement, on a deux types de suivi. On a un suivi un peu plus élargi avec des athlètes qui sont susceptibles de se qualifier sur le grand ou les grands championnats de l'année et un suivi beaucoup plus restreint sur des athlètes qui se sont déjà qualifiés sur le grand championnat de l'année précédente ou qui ont échoué de très très peu. Voilà. Et donc sur ce suivi-là, là, on essaye d'avoir l'accompagnement le plus proximal possible avec les athlètes et leur entraîneur. Ok, d'accord, bah c'est hyper intéressant et je pense que ouais, c'est quelque chose qu'on a parfois peut-être du mal à saisir, nous, les coureurs amateurs et les gens du grand public, c'est comment est structuré en fait l'athlétisme de très haut niveau, l'athlétisme d'un niveau un petit peu plus élargi. C'est vrai que c'est pas forcément évident en fait de savoir qui gravite autour de l'athlète, comment ça s'articule, les relations qu'il peut y avoir avec les officiels de la Fédé, tout ça. Donc bah, merci d'avoir clarifié ce point en tout cas. Patricia, maintenant j'aimerais qu'on passe à un autre sujet qui est celui de l'essor de l'athlétisme au niveau mondial et particulièrement en France. On a vu un bel élan ces derniers mois de l'athlétisme. Par exemple, il y a eu bah, évidemment les Jeux Olympiques à Paris, qui a été un moment, je pense, très marquant et très fort pour l'athlète français. Plus récemment, tu étais à Apeldoorn, j'espère que je prononce bien bien le nom de la ville, euh, où la France en fait s'est illustrée de manière assez brillante, bah, notamment sur le demi-fond. Il y a eu les médailles d'Agathe, de Clara Lieberman et de Azedine Habs. Ils nous ont bien régalé pendant ces championnats. Aujourd'hui, la France, elle possède de nombreux talents, notamment euh, il y en a aussi en Europe, mais on sait que la concurrence mondiale est hyper rude, en particulier dans notre sport. On arrive souvent à briller aux Europes, mais arriver aux mondiaux ou aux Jeux Olympiques, c'est plus compliqué. Toi, depuis que tu es passé de l'autre côté, c'est-à-dire que tu es passé de sportive à cadre de la Fédé, en tant que responsable et observatrice, est-ce que tu constates qu'il y a eu des changements dans l'athlétisme mondial et dans le haut niveau? Qu'est-ce que tu constates aujourd'hui en fait, que ce soit lors des Jeux Olympiques de Paris ou lors d'Apeldoorn, est-ce que ça a changé par rapport à quand toi tu étais athlète? Pour moi, ce qui a vraiment le plus changé, c'est l'investissement professionnel tel qu'on a pu tenter de le définir là sur le début de l'épisode, des athlètes qui officient au plus haut niveau. Voilà, il y a alors déjà il y a de plus en plus de gens qui s'engagent vers un investissement important, même s'ils n'atteignent pas le plus haut niveau, hein, mais en tout cas ils s'y engagent. Et donc ça nous permet d'élargir notre base de potentiel. Et après, sur les athlètes en vue actuellement, c'est leur investissement réellement totalement tourné sur la pratique de l'athlète et sur la pratique de leurs épreuves. Ça, pour moi, c'est ce qui a énormément changé, quoi. Du coup, tu veux dire que à ton époque, même si certains athlètes brillaient au plus haut niveau, ils n'étaient pas aussi focus, aussi engagés dans leur discipline que ce qu'on peut voir aujourd'hui. En d'autres termes, est-ce que par exemple toi, tu as côtoyé des athlètes en fait de ton époque qui étaient à des niveaux olympiques, mais qui n'étaient pas à 100% concentrés ou investis dans leur carrière de manière aussi professionnelle que ce qu'on voit aujourd'hui en 2025? Par rapport au référentiel de l'époque, on était investi, Oui. mais on n'était pas investi comme peuvent être les athlètes de maintenant. Quand je vois, moi, les coureurs de demi-fond, c'est quand même des athlètes qui sont très souvent partis en stage, qui ne vont pas hésiter à un moment donné de leur carrière à peut-être mettre de côté leurs études pour s'investir encore plus dans leur pratique, de reculer leur entrée dans le monde professionnel classique pour s'investir un peu plus dans leur pratique. Euh, et aussi d'accorder beaucoup d'attention aux à côté
de l'entraînement, que ce soit aller chez le kiné, avoir une meilleure hygiène de vie, prendre un préparateur mental, peut-être prendre un préparateur physique, Ouais. voilà, d'essayer de mettre bout à bout tout ce qu'il faut pour pouvoir s'exprimer au mieux. Ok, c'est intéressant parce que ouais, c'est vrai que aujourd'hui, je pense surtout grâce au réseau, on voit que les athlètes, bah, surtout au plus haut niveau, ils font tout pour optimiser leur performance. On voit qu'il y a des préparations physiques, des préparations mentales, il y en a certains qui font hyper attention à ce qu'ils mangent, ils ont des séances avec les kinés, etc. Il y a un peu ce côté, je suis athlète et je fais tout à 360 degrés. Euh, moi, de mon côté, j'ai commencé la course à pied il y a une dizaine d'années, donc je connais plus ce que je vois aujourd'hui que ce qu'il y avait à 30 ans. Mais à ton époque, est-ce que vous aviez aussi accès à tout ça? Est-ce que vous étiez aussi conscient que c'était très important? Et est-ce que tout ce qui touche à la préparation mentale, la muscu, la nutrition, les kinés, c'était pris en compte? Ou est-ce qu'à l'époque on disait, bon, on court, on s'entraîne en courant, et si ça marche, ça marche. Si jamais je suis un champion, c'est parce que je suis un peu le meilleur. Est-ce que en fait, est-ce que ce genre d'outils était déjà là à ton époque, ou est-ce qu'en fait, il a vraiment fallu attendre beaucoup plus tard pour que l'athlétisme s'organise de manière un peu plus pro? Alors, je pense il y avait de tout. Il y avait de tout par rapport à ça. Évidemment, c'est les disciplines que t'as données, la préparation mentale, la nutrition, le kiné, tout ça, ça existait déjà. Il n'y avait pas de, Ouais. voilà, il y avait pas de problème là-dessus. Euh, on s'organisait au mieux par rapport à ça. On n'allait pas spécialement dans la recherche de vouloir tout cumuler. Voilà, ce qui était important, c'est à un moment donné, c'est d'avoir un kiné pour pouvoir avoir des soins de récup ou un suivi médical si on était blessé, avoir un bon médecin pour pouvoir avoir de la réactivité quand on était blessé. Après les autres champs, bah, ça venait en plus. Euh, mais certains athlètes étaient déjà très structurés par rapport à ça, d'autres pouvaient l'être un peu moins. Par contre, quelque chose qui existait quasiment pas à mon époque, c'est des athlètes, alors sans que ce soit péjoratif, mais d'un niveau régional ou d'un petit niveau national, Ouais, d'accord. qui s'investissaient à fond dans l'athlé. Ça, bon, on en a croisé, mais quand on les croisait, on les prenait pour des fous. Quand on se disait, mais pourquoi ils veulent s'investir autant alors qu'ils n'ont pas les perfs pour? On pensait même pas qu'ils pouvaient s'investir uniquement par plaisir et puis pour tenter l'aventure, quoi. Nous, c'était non, mais tu fais pas de perf, pourquoi tu t'investis, quoi? Voilà, va travailler et fais pas, fais pas ça. Ouais. Donc voilà, c'est je sais pas si j'arrive à bien dessiner un peu le Ouais. paysage, mais c'est d'autres époques, quoi. Et quand tu regardes le running aujourd'hui en 2025 avec toutes ces évolutions, tout ce qui a changé au fil des années, toi tu trouves que ça va dans le bon sens? Je pose la question parce que, en fait, moi je trouve ça génial de voir l'exposition de plus en plus grande de la pratique, l'émergence de nouvelles méthodes d'entraînement, plein d'athlètes qui se dédient à ça corps et âme. Il y a de plus en plus de coureurs dans le monde, donc c'est cool, on est dans un plein boom du running. Euh, Toi, c'est quoi un petit peu ton ressenti par rapport à tout ça? Est-ce que tu penses que ça va dans la bonne direction ou alors tu as une vision un petit peu différente de ce qu'était le running par rapport à de toi par rapport à aujourd'hui? Bah, là, personnellement, si ça fait du bien aux gens, je trouve ça, je trouve ça bien, quoi. Moi, ça m'enlève rien. Parce que bon, là, on parle du running, mais le running, c'est pas seulement le haut niveau, c'est aussi la pratique de Monsieur, Madame, tout le monde pour aller chercher un challenge personnel, pour aller chercher du bien-être, et que les gens soient dans une pratique physique hebdomadaire. Je trouve ça très très bien.
Et ouais, non, c'est sûr, ça fait sens. Si on revient un peu plus sur le côté situation actuelle du demi-fond, que ce soit au niveau national ou international, t'as vu passer plusieurs fournées, plusieurs promotions, plusieurs sélections d'athlètes au fur et à mesure des années. On voit que le niveau il augmente, hein. À chaque grand rendez-vous international, il y a plein de records qui sont battus, les minima ne font que se durcir. Euh, Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, une carrière d'athlète, elle est plus exigeante qu'à ton époque? Tu l'as déjà hyper bien expliqué, l'engagement, il est devenu essentiel, total. Avec la concurrence qui est de plus en plus forte, c'est plus possible de se contenter de faire les choses à moitié. Mais au-delà de l'engagement, est-ce que toi, tu vois aussi des variations dans l'intensité, l'exigence, la fatigue, ce genre de choses-là? Parce que je, peut-être qu'à l'époque, les saisons étaient plus courtes, il y avait peut-être moins de compétition, il y avait peut-être moins de pression de la part des sponsors, ce genre de choses-là. Est-ce qu'en fait, toi, les athlètes, aujourd'hui, ils sont confrontés à plus de pression en termes de nombre de compétitions, de répétitions de performances, des carrières plus longues, par exemple, ou est-ce que ça reste quand même assez similaire à ce que tu as vécu? Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup plus intense, hein. En tout cas, la, les choses qui nous sont proposées aujourd'hui nous permettent, quoi, permettent aux athlètes de durer. Voilà, il y a la récupération a été améliorée, quoi, les moyens de récupération ont été améliorés, les moyens de digérer une séance particulière ont été améliorés. La prise en compte maintenant de l'athlète dans toute sa dimension et pas seulement le côté t'es un athlète, t'es un robot, tu vas courir, mais aussi ah oui non t'es un être humain donc il faut que tu puisses bah, toi t'épanouir personnellement. Ben ça a été amélioré. On parle souvent euh, de prise en charge mentale aussi des athlètes. Il y a une attention qui est faite maintenant. Donc, pour moi, c'est pas plus exigeant d'être athlète maintenant que à mon époque ou l'époque d'avant. Il y a tellement de choses qui sont faites pour que, entre guillemets, ça passe mieux que ben voilà, les gens ils peuvent s'investir et surtout en faire leur métier. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui peuvent se dire, eh ben moi j'ai envie d'en faire mon métier. Voilà. Donc comme tout métier, ben je le fais pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis hop après ben je changerai de métier. Et Patricia, il y a une autre évolution qu'on peut observer dans le monde du sport aujourd'hui, c'est la place de la communication, des réseaux sociaux, du personal branding, comme on dit. En tant qu'athlète, il y a pas seulement la performance sur la piste ou sur le terrain, mais il y a aussi cette dimension de visibilité qui est hyper importante pour les marques. Est-ce que toi, de ton côté, tu vois de plus en plus d'athlètes qui prennent cette part de communication et de réseaux sociaux très au sérieux? Est-ce que cette partie-là, tout ce qui est lié à l'image et la manière dont ils se vendent auprès du public, est-ce que elle est aussi devenue importante, enfin, elle est devenue aussi importante que la performance sur le terrain? Et est-ce que toi, dans ton rôle, est-ce que tu abordes aussi ces sujets-là avec les athlètes, les sujets de la gestion de l'image publique en dehors des entraînements et des compétitions? Est-ce que tu les conseilles? Est-ce que tu les aides à mieux gérer cette facette de leur vie d'athlète qui, d'un point de vue extérieur, semble quand même indissociable d'une carrière de sportif de haut niveau aujourd'hui? Alors, elle fait partie de la vie de l'athlète. Automatiquement, ils doivent être visibles. Ça fait partie de leur job d'être visibles sur les différents médias. Maintenant, faut pas que ça vienne au détriment de ce qui va faire l'essence même de leur performance, c'est-à-dire l'entraînement et la récupération. Mais c'est quelque chose bah, qui fait partie maintenant de leur métier. C'est quelque chose que certains font très bien, d'autres un peu moins bien. Certains doivent se faire accompagner pour pouvoir bien le faire et pour justement que ce temps-là ne vienne pas au détriment de leur pratique quotidienne. Et ça fait partie de l'ère du temps, quoi. Ouais. Il faut qu'ils communiquent et c'est normal qu'ils le fassent.
Et rapidement, une autre question qui me vient à l'esprit par rapport à ton rôle de responsable du demi-fond, c'est est-ce que ton accompagnement il se concentre uniquement sur les compétitions internationales, comme les Jeux, championnats d'Europe, les championnats du monde, ou est-ce que en fait tu es également impliqué avec toute ton équipe dans les championnats nationaux, comme les championnats de France par exemple? On sait qu'il y a les qualifications pour des compétitions internationales qui peuvent parfois se jouer sur des résultats en championnat de France, notamment pour des athlètes qui sont en course pour une place en équipe nationale. Je pense par exemple sur le steeple l'année dernière, il y avait eu un très beau suspense sur la qualification parce que ça dépendait de qui serait champion de France. Pareil pour le 800 mètres, ils étaient 4 à pouvoir aller au aux Jeux Olympiques pardon, et malheureusement il y avait que 3 places, ça s'est réglé au championnat de France. Du coup, est-ce que toi, tu es présente dans ces moments-là aussi pour offrir un soutien logistique ou stratégique ou en fait, est-ce que ça relève plus des coachs et des équipes techniques à ce niveau national? Non, non, le championnat de France fait partie aussi de notre champ d'intervention. Par contre, on va pas intervenir de la même manière. C'est-à-dire que Ouais. là, moi, je vais pas organiser la journée de tel ou tel athlète, m'assurer de telle ou telle chose. Là, il a son staff du quotidien qui l'accompagne par rapport à ça. Mais nous, sur le championnat de France, eh bien, on va poursuivre cette relation avec l'athlète et l'entraîneur. On va être par moment aussi observateur du déroulement de telle ou telle course parce que l'issue peut avoir un impact sur la proposition de sélection qu'on fera au directeur de la haute performance. Euh, on peut aussi rencontrer des partenaires. Voilà, on a une action aussi sur le championnat de France qui est autre que celle d'un grand Ouais, championnat, bien sûr. mais on a aussi une action sur le championnat de France. Ouais, Et bien on sûr. prépare sur le championnat de France. On va aussi commencer à préparer le grand championnat derrière. Ne serait-ce que s'assurer qu'il n'y a aucun pépin. S'il y a un pépin, on encourage l'athlète à aller voir le médecin fédéral si il l'a pas fait. On va l'inciter à bien mettre en place ces protocoles de récup, parce que sur le championnat de France, il y a déjà tout le staff euh, d'accompagnement large, que ce soit les médecins, l'optiperf, le coaching, qui est présent sur le championnat de France. Et Ouais. donc, il y a déjà des choses à mettre en place pour la réussite du grand championnat. Des protocoles de récupération, par exemple, qui doivent Mhm. être d'abord essayés en dehors du grand championnat, quand on peut le faire, hein, pour certains athlètes qui débarquent directement sur le grand championnat, mais ça c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. Mais sinon, voilà, il y a des choses qu'il faut mettre en place en amont pour que ce soit réellement optimal au moment du grand championnat. Donc le championnat de France est aussi un lieu pour nous privilégié pour mettre en place toutes ces choses-là, quoi. C'est un Voilà. Et mini puis après, il y a laboratoire grandeur un nature. autre, euh, un autre pan de notre accompagnement, c'est que nous, on essaye d'accompagner quand ça va bien, mais aussi quand ça va un peu moins bien. Ouais. Et donc, sur un championnat de France, il y a, ou juste après le championnat de France, il y a aussi accompagner ceux qui seront déçus de ne pas pouvoir être retenus pour le grand championnat. Ah oui, c'est une excellente question parce que c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de préparation et de performance, mais oui, j'imagine qu'en fait dans votre travail, il y a aussi tout l'aspect on gère quand ça va bien, mais aussi il faut gérer quand ça va mal. L'une des facettes importantes du rôle que tu as avec ton équipe, c'est d'accompagner les athlètes dans les périodes difficiles aussi, j'imagine. J'imagine qu'il y a parfois certains athlètes qui traversent des phases de doute, voire de découragement, et que ça peut aller jusqu'à envisager d'arrêter ou de se remettre en question. Enfin, chaque année, il y a plein d'athlètes qui sont blessés ou qui ont des pépins de santé et que ça se passe pas hyper bien. Dans ces moments-là, comment est-ce que toi et ton équipe vous intervenez
est-ce que vous avez, je sais pas, la légitimité, en tout cas le pouvoir, l'envie comment dire, d'essayer de les convaincre de continuer, ou est-ce que vous respectez en fait pleinement leurs décisions et leur autonomie? Parce que c'est un sujet délicat et on parle beaucoup de la pression qu'ils ressentent pour réussir. Donc, comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de ça dans le cas où il y a un athlète voilà, qui dit qu'il veut tout arrêter et que vous pensez qu'au contraire, il faut pas? Alors déjà, faut qu'on en ait connaissance. Alors, il y a des fois, par ce qu'on met en place, on a directement connaissance de la situation délicate. Des fois, on l'a pas parce que le relationnel a été coupé, ou des fois, on prend pas le temps de le faire parce qu'on est embarqué par le travail quotidien et puis l'action suivante à mettre en place. Par contre, nous, notre rôle, c'est bien sûr de soutenir et d'essayer de trouver une solution. Ouais. Alors, moi, je suis responsable du demi-fond. Je suis pas psychologue, médecin, kiné ou autre. Donc, moi, je vais rester dans mon champ. Je vais questionner l'athlète, savoir essayer de comprendre dans quelle situation il est et voir derrière quels sont les champs que je peux activer pour qu'il puisse sortir de cette situation. Donc concrètement, par exemple, si j'ai un athlète qui est blessé, je vais me rapprocher de lui ou de son entraîneur, je vais savoir le questionner sur sa prise en charge, pourquoi ça dure, est-ce qu'il a fait telle ou telle chose, et très vite, je vais l'encourager à rentrer en contact avec la cellule médicale de la fédération. Et moi, par derrière, je vais informer la cellule médicale de la fédération que tel ou tel athlète est blessé et que cet athlète va rentrer en contact. Mais suivant le niveau de l'athlète, je vais aussi demander à ce que la cellule médicale prenne contact directement avec l'athlète. Voilà. Et dans n'importe quel champ qu'il peut y avoir, ça peut être effectivement une baisse de motivation, quelqu'un qui est fatigué parce que l'investissement qu'il a et le fait qu'il n'ait pas de résultat derrière, ça le fatigue. Ça peut être quelqu'un qui n'y arrive pas parce que actuellement il est en difficulté avec son travail. Voilà. Et moi, à chaque fois, c'est là où c'est hyper intéressant de travailler avec une structure comme la fédération, c'est on a énormément de réseaux, et au sein même de la fédération, on a plein de services que l'on peut solliciter pour essayer d'accompagner au mieux l'athlète dans cette période-là. Voilà. Il y a des fois on réussit, des fois on réussit pas. Des fois, l'athlète et l'entraîneur, ils veulent bien être accompagnés. Des fois, ils veulent pas du tout être accompagnés. Oui. Mais au moins, nous, on doit faire la démarche. Voilà, on doit soutenir cette démarche-là. Et ça va aussi sur des après-carrières. Un athlète qui va arrêter, qui a été longtemps dans nos suivis, on doit à minima, en tout cas dans un premier temps, parce que petit à petit, la personne elle va s'éloigner et puis nous on va continuer notre chemin, mais au moins dans un premier temps, s'assurer du bien-être de l'athlète quand il arrête, quoi. Ouais, Voilà, bien donc sûr. on essaye de faire au mieux. C'est pas parfait, mais on essaye de le faire. Et ça nous est d'autant plus facile quand il y a du relationnel. Qu'il soit bon ou mauvais, mais il faut qu'il y ait du relationnel. Voilà. Quand il n'y a pas de relationnel, c'est très compliqué dans des situations délicates de pouvoir avoir l'attention, les bons mots, être auprès d'un Djilali Bedrani qui avait rempli un certain nombre de critères pour être au jeu, mais qui malheureusement remplit pas un certain critère qui Oui. fait que il n'est pas sélectionné pour les Jeux Olympiques derrière. Vous comprenez bien que quand vous reprenez contact avec cette personne-là et son staff, c'est pas un environnement qui est hyper cool pour lui, parce que il est en délicatesse. Et Bien sûr. donc, si le relationnel il n'a pas été bon en amont, c'est sûr que c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Mais nous, on doit être là
pour les bons moments comme pour les mauvais moments. En tout cas, c'est l'intention que l'on a. Et pour terminer cet épisode, j'aimerais te poser une question, une dernière question un petit peu plus personnelle. Évidemment, tu côtoies de nombreux athlètes, tu as vu passer plein de sélections, et tu as certainement vécu des moments marquants dans ton rôle de responsable du demi-fond national. Est-ce qu'il y a des projets ou des réussites qui t'ont particulièrement touché? Est-ce que, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a une histoire, un athlète ou un moment spécifique, compétition ou un projet, ouais, qui t'a particulièrement marqué depuis que tu es à cette fonction? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'a donné un vrai sentiment de fierté, de plaisir, de bonheur et qui te rappelle un petit peu pourquoi tu fais tout ce travail encore année après année? Alors, je sais pas si c'est un projet particulier ou une personne particulière, mais moi, ce qui me plaît à l'heure actuelle dans le demi-fond que je gère avec toute mon équipe, c'est de voir à la fois les résultats et de voir vivre un groupe. Voilà, on a réussi tant bien que mal à essayer d'embarquer un maximum de personnes vers ce projet fédéral et d'essayer de construire un projet partagé avec les athlètes, leurs entraîneurs, la fédération. Et quand on a un championnat d'Europe comme il y a une quinzaine de jours ou des grands championnats, au-delà des résultats qu'on peut avoir, ce qui interpelle les gens qui observent ces athlètes demi-fond, c'est qu'il y a une vie au sein même de l'équipe de France. Il y a une vie groupe demi-fond. Et ça, je pense que actuellement, c'est ce qui me rend le plus fier. Tout le monde partirait pas en vacances ensemble. Il y a des gens qui s'apprécient, des gens qui s'apprécient un peu moins. C'est tout à fait normal, c'est la vie. Par contre, ils savent se soutenir, se serrer les coudes quand il le faut, faire bloc quand il le faut, et s'inspirer les uns des autres pour pouvoir exceller au plus haut niveau. Et je dirais que les médailles ou les très bons résultats de certains inspirent d'autres personnes. Et quand il y a bons résultats, globalement, tout le monde est content pour la personne qui a eu ce résultat. Parce que ça inspire derrière. Et ils se disent, si lui il a réussi ou elle a réussi, moi aussi je peux réussir, quoi. Voilà. Et c'est vraiment cette vie de groupe qui est pour moi géniale à l'heure actuelle et qui, me semble-t-il, motive l'ensemble de mon équipe technique nationale à vouloir se défoncer pour eux, quoi. Ah, Voilà. c'est Et cool. c'est un truc, moi, qui me tient à cœur. Parce que la vision que j'ai du management du demi-fond, c'est un management collectif pour un projet individuel. Euh, Manager que des individualités, quelque part, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne va pas produire de la performance en nombre, quoi. Ouais, d'accord. Mais manager un collectif, ça c'est quelque chose qui est important et ça vient s'insérer dans le management collectif de l'équipe de France. Franchement, je trouve que c'est une super façon de conclure notre discussion parce que grâce aux réseaux et aux médias, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'on arrive vraiment à voir tout ce qui se passe un peu en coulisses. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on se rend quand même bien compte de cette dynamique de groupe, de soutien entre athlètes, et ça semble vraiment hyper important. Je sais pas, quand on voit par exemple Agathe Guimau et Clara Lieberman qui sont hyper proches, qui sont copines, et qu'après une médaille de l'une, on sent toute l'émotion, je sais pas, toute la sincérité quand elles s'encouragent, quand elles se disent allez, toi aussi tu vas avoir ta médaille, ça donne, je sais pas, ça donne un côté vraiment touchant en fait à leur performance. C'est hyper beau de voir que quand on a une qui réussit, l'autre elle est à fond derrière et que nous les fans en fait on est capable de voir ça. Donc c'est fort. Et ouais, et franchement quand on voit cette ambiance, cette solidarité, ce collectif dans un sport qui est pourtant individuel à la base, ça donne envie de faire partie de l'équipe de France. Ce serait génial si tout le monde pouvait en faire partie, ouais, vivre ça un jour. Impossible. Alors faire envie, c'est l'une de nos ambitions aussi, hein. Ouais.
Ouais, non, mais j'imagine que c'est Voilà, important. ça c'est important. Et effectivement, ces athlètes, ils inspirent aussi les plus jeunes. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est intéressant. Et alors là, on a beaucoup parlé demi-fond, mais nous aussi, on s'inspire de ce que peuvent mettre en place d'autres spécialités ou la dynamique aussi de d'autres spécialités. Je veux dire, quand je vois la dynamique qu'il peut y avoir à la perche, sur 110 ou autre, je me dis waouh, quoi, c'est d'être capable de produire comme ça en masse des champions. Je trouve ça hyper fort. Et j'espère qu'on arrivera à faire ça nous aussi un jour. Après, là, le challenge maintenant pour la prochaine Olympiade et pour les gens qui mèneront cette Olympiade, c'est de rehausser encore notre niveau à l'international, parce que bon, voilà, là, globalement, sur un niveau européen, on arrive à bien s'en sortir et à faire des choses sympas. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire aussi bien au niveau international, quoi, au niveau mondial. Et donc ça, c'est le prochain challenge le challenge de la prochaine Olympiade, pour qu'on puisse à la fois augmenter notre nombre de finalistes et obtenir des médailles sur des championnats du monde ou des Jeux Olympiques. Donc c'est un chantier qui est en cours, hein, qui est pas du tout achevé, et ça sera le prochain gros sujet de réflexion que l'on va lancer auprès des entraîneurs et également des athlètes, pour qu'on construise un projet commun porté par notre fédération sur ce niveau encore au-dessus. Ouais, c'est un énorme chantier, c'est clair. Et je trouve que ce serait vraiment, vraiment passionnant de faire un épisode entier dédié à ce sujet, parce que on voit bien qu'il existe encore aujourd'hui une vraie barrière entre le niveau européen, où on commence à avoir de super résultats et à vraiment se faire plaisir, et le niveau mondial où ouais, c'est vrai que c'est encore difficile d'exister, surtout dans l'athlétisme et le demi-fond. Donc ouais, ce serait intéressant d'approfondir tout ça dans un prochain épisode. En tout cas, Patricia, merci beaucoup. Malheureusement, l'épisode il touche à sa fin. Donc un immense merci à toi d'avoir accepté de participer. C'était vraiment super enrichissant de pouvoir discuter avec toi, de découvrir ton parcours, ton métier aujourd'hui, et aussi de comprendre un petit peu toi, qu'est-ce que tu fais et comment tu vis l'athlétisme d'une autre manière aujourd'hui. Avant de conclure, j'ai encore 2 ou 3 petites questions un peu traditionnelles pour terminer l'épisode. La première, c'est si tu avais un message à adresser à toutes celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des athlètes ou pas du tout, quel serait ton message pour eux? Bon, qu'est-ce qui me passe par la tête, de vivre pleinement ce qui leur tient à cœur. Pour moi, vivre pleinement, c'est ok, j'ai des ambitions, mais je m'organise pour atteindre ces ambitions. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de ne pas le faire seul. Mhm. C'est important de s'entourer. À plusieurs, on est vraiment plus fort que tout seul, et donc il faut essayer de créer ces conditions pour pouvoir aller chercher tout ça. Et puis, le dernier point sur ce sujet-là, c'est de ne pas avoir de limites. Tout à l'heure, il y avait une question, quoi, tu m'avais titillé là sur qu'est-ce qui pouvait faire la différence aussi entre ma génération et les générations de maintenant. Je pense il y a ça aussi, hein, le fait de pas se donner de limites, de se dire que c'est pas parce que on est français qu'on peut pas aussi faire de très grandes choses et qu'on peut gagner. Ça, c'est important. On est face à des générations qui maintenant savent qu'ils peuvent gagner, et ils peuvent aller chercher de très grosses performances au niveau international. Et donc, faut y aller à fond. Bah écoute, merci beaucoup pour ce super mot de la fin. Dernière question aussi, si jamais on veut suivre un petit peu plus en profondeur ton travail, si on veut suivre aussi celui de ton équipe, comment est-ce qu'on peut le faire? Alors je me doute que tu vas me dire regarder les performances des Français dans les championnats, bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce que
toi, avec ton service et toute ton équipe, vous avez, je sais pas, un espace où vous partagez un peu votre travail, vos résultats, etc. Est-ce que toi, par exemple, tu donnes aussi des conférences, des interviews? Je pose aussi la question, est-ce que si jamais par exemple on vous voit sur des compétitions, est-ce qu'on peut venir discuter un peu avec vous? Parce que voilà, je pense qu'il y a sûrement des gens qui vont écouter cet épisode et qui ont bien accroché avec le sujet et qui voudraient aller un peu plus loin et en savoir plus. Du coup, est-ce que tout ça, c'est possible? Est-ce qu'il y a, il y a moyen d'en savoir un peu plus sur ton travail? Alors, bon, je suis un peu mal placé pour dire ça parce que je suis pas du tout sur les réseaux. Donc voilà, je communique pas par rapport à ça. Alors franchement, je sais pas s'il y a un lieu particulier pour voir réellement les coulisses. Je pense que le mieux, c'est d'échanger avec les principaux acteurs, que ce soit moi ou les athlètes ou les entraîneurs à qui on s'adresse. Mhm. Après, tu l'as bien dit, nous, c'est quand même un travail de l'ombre, hein. On n'est Oui. pas là pour se mettre en avant. Tout ce qu'on met en place, c'est pour l'athlète et l'entraîneur. Alors, on est très content quand il y a des résultats et tout ça, mais voilà, nous, on est derrière, quoi. On est derrière et moi, je tiens à rester derrière. Alors, c'est pas que je veux rester anonyme, mais Ouais. ma vocation, ce n'est pas de me mettre en avant. Ma vocation, c'est que le travail qu'on met en place avec toute mon équipe puisse porter leurs fruits et après que ce soit les athlètes et leurs entraîneurs qui se mettent en avant, ça me gêne pas du tout. Prendre contact avec Voilà, toi. je ne sais pas s'il y a un endroit particulier où on peut vraiment voir ce qu'on fait, sachant que c'est une partie, c'est une face, on va dire, du boulot de cadre technique d'État, hein, parce que ben voilà, quand j'ai balayé en début d'épisode ma carrière, euh, vous pouvez être amené à faire des différentes missions au cours de votre carrière. Voilà, moi, pour l'instant, je fais celle-là. Dans quelques mois, j'en ferai vraisemblablement une autre. Et donc, c'est ce qui fait le charme aussi de notre métier, c'est de pouvoir faire au sein même d'un même métier des métiers différents. Merci beaucoup Patricia, c'était super de pouvoir discuter avec toi. Moi je suis quand même convaincu que ça va intéresser pas mal d'auditeurs, donc merci d'avoir Ben, pris j'espère. un petit peu plus d'une heure et demie là pour nous parler de tout ça, c'était vraiment super. Je te souhaite bon courage pour ta prochaine mission, si je comprends bien, du coup tu vas peut-être être amené à faire autre chose. Donc, je te Ben, je souhaite- sais pas, peut-être que je continuerai, peut-être que je serai amené à faire autre chose, on verra bien. Écoute, dans tous les cas, moi je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force aussi, peu importe ce que tu feras dans quelques mois. Et puis bah, hâte de voir un petit peu ce que vont donner nos athlètes sur les prochains événements et les prochaines années. Donc, merci beaucoup Patricia, et puis bah, à la prochaine. Ben, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'On Your Marks avec Patricia Jaté-Taillard. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur comment et gérer le demi-fond à l'échelle nationale. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez soutenir On Your Marks, je vous invite vraiment à parler du podcast autour de vous, à le suivre sur les réseaux sociaux et à partager cet épisode auprès de vos proches. En attendant, n'oubliez pas d'aller faire du sport, de courir et à très vite.